Merci beaucoup à toutes et à tous, d'être parmi nous aujourd'hui. Vous avez répondu donc présent à l'invitation, de Réussir Senior pour l'organisation de ce webinaire qui va être animé par Thomas, à qui, je vais laisser la parole dans quelques instants. Et donc c'est un webinaire sur, de l'informatique, et plus particulièrement les arnaques, comment s'en prémunir, quelles bonnes pratiques adopter. Et ce sera également donc l'occasion d'avoir un focus sur des sites que vous connaissez afin de mieux, les appréhender encore. Compte tenu du nombre de participants qui grandit minute après minute et c'est une très bonne nouvelle, les micros sont mutés. Si vraiment il y a une urgence, vous pouvez les démuter. Sinon, vous pouvez encore mieux vous servir du chat qui est tout en bas. Cliquez dessus, mettre votre question et Thomas pourra y avoir accès ou vous pourrez lui faire remonter les questions en fin de session. L'idée, c'est que ça reste quand même interactif autant que faire se peut. Ceci étant dit, Thomas, je te laisse la place. Bon atelier. Merci Andrea, encore bienvenue à tout le monde. C'est un plaisir de vous avoir en cette fin d'après-midi. Pour me présenter très rapidement, du coup, moi c'est Thomas. Dans la vie, je suis développeur web depuis maintenant bientôt 5 ans. Donc en fait, moi, mon job, c'est de créer des applications et des sites internet directement. Voilà, à côté de ça, du coup, je suis animateur pour des ateliers chez Eli. Et donc, on a ce webinaire un petit peu spécial ce soir pour vous sur Réussir Senior et AGA Senior. Voilà, donc comme l'a dit Andrea, le but c'est d'avoir au maximum les micros coupés afin d'éviter les échos, sinon ça peut vite devenir très bruyant avec deux, trois micros d'ouvert. N'hésitez pas, comme dit, si vous avez des questions sur ce que je dis, n'hésitez pas directement à mettre un petit mot sur le chat. On y reviendra du coup en fin d'atelier et j'essaie toujours de garder un petit 5 minutes en fin d'atelier pour des petites questions directes. On va attaquer parce que du coup, ça va être un peu complet entre déjà l'arnaque sécurité plus le focus sur les sites. On va pouvoir attaquer. Je vous propose aussi, si ça vous dérange pas, qu'on se tutoie. C'est plus sympa, c'est plus cordial, plus convivial. Voilà, si ça vous dérange, n'hésitez pas à me le dire, il n'y a aucun problème pour moi. On va pouvoir commencer, 17h32. On attend encore peut-être une toute petite minute, là, je vois qu'il y a des gens qui arrivent. Andrea s'en occupe. Eh ben, c'est parti pour l'atelier. Alors, comment repérer les arnaques sur Internet, les bonnes pratiques à adopter et le focus sur les deux sites. Ce que je vous propose, du coup, c'est qu'on commence par les arnaques, type d'arnaque, comment s'en prémunir. Après, on fera une petite passe rapidement sur des outils du quotidien utilisés par vos matériels informatiques nativement pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Et ensuite, des petits tips et astuces pour vos mots de passe, qu'on en demande maintenant sur toutes les plateformes. On a plein de mots de passe, faut tous se les rappeler. On nous dit de pas les noter, c'est un peu compliqué. Donc, on va voir comment on peut faciliter un petit peu tout ça. Et on finira du coup par le parcours des deux sites, Réussir Senior et AGA Senior. Voilà, pour vous dire un petit peu tout ce qu'il y a dessus. Sans transition, on commence sur arnaque et sécurité sur Internet. Donc, on va voir qu'il y a un bon panel d'arnaques sur Internet. Le but, c'est de prendre vraiment les genres un petit peu redondants d'arnaques, parce que forcément, il y en existe pléthore. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on voit les plus courantes, comment les déceler et comment on peut du coup s'en prémunir. Et donc, sur les types qu'on va voir, on va avoir l'arnaque à la loterie, les mules financières, les malwares et l'hameçonnage ou de son petit nom anglophone, le phishing, qu'on peut aussi entendre comme ça assez régulièrement, même la plupart du temps. On commence tout de suite du coup sur l'arnaque à la loterie. Alors, qu'est-ce que l'arnaque à la loterie déjà? L'arnaque à la loterie, comme son nom l'indique, c'est qu'on va vous notifier un gain. X ou Y, ça peut arriver par mail, ça peut arriver par même par voie postale, ou alors vous pouvez avoir des petites fenêtres qui surgissent comme ça lorsque vous naviguez sur un site, où en fait on vous dit tout simplement que bah, vous avez gagné, là en l'occurrence sur cette notification, vous avez gagné 575 000 euros. C'est pas mal, forcément, ça donne envie de regarder un petit peu, de s'y intéresser. Bien évidemment, c'est une arnaque, on s'en doute bien. L'arnaque à la loterie, le meilleur moyen en fait de s'en prémunir, c'est tout simplement d'observer un petit peu la chose qu'on vous dit. De toute manière, il faut jamais lire en travers quand vous recevez des mails ou des informations.
Essayez de ne jamais lire en diagonale, lisez vraiment bien parce que c'est vraiment en lisant que vous allez pouvoir repérer, en fait, tout simplement ces arnaques-là. Euh, Déjà, première chose qui me met la puce à l'oreille, je n'ai participé à rien, on me propose de gagner 575 000 euros. Alors ça, à moins que vous soyez très chanceux, mais je pense que dans la vie, il y a 99,99999% des cas que ce soit une arnaque. En général, on n'arrive pas dans la rue, on vous serre la main, on vous donne une valise, bonjour, 500 000 euros, vous avez gagné, c'est pour vous, c'est cadeau. Donc déjà, là, c'est un petit peu bizarre. Si on ne joue à rien, bah forcément, il ne va rien nous arriver. C'est impossible. Donc déjà, c'est un petit peu bizarre. Vous pouvez également regarder les fautes d'orthographe. En général, grosse majorité, si c'est des grosses sociétés ou le gouvernement qui vous envoie des messages, des choses comme ça, il n'y a pas de faute d'orthographe, hein, l'écriture est parfaite. Ensuite, là, ce qui va nous poser souci, ça va être deux choses. Déjà, les détails à fournir pour le traitement du gain. Donc là, on nous demande nom, prénom, pays de naissance, nationalité, adresse complète, téléphone, profession, email. Déjà, il y a beaucoup de choses. En général, quand vous êtes sur Internet, qu'on vous demande des informations sur vous pour créer un compte, pour quoi que ce soit, ça va être en général nom, prénom, adresse mail, téléphone. Et sur certains cas, si vous avez de la livraison, des choses comme ça, vous allez avoir l'adresse postale. Voilà. Au-delà de ça devient un petit peu suspect. Dans le sens où tout ce qui va être pays de résidence, nationalité, profession, personne ne demande la profession. Aucun site ne va vous demander votre profession, sauf si vous êtes sur un site professionnel, bien évidemment. Mais on va jamais vous le demander parce que c'est des informations totalement inutiles dans le traitement des données. Donc là, déjà, c'est un petit peu bizarre. Après, ça peut aller plus loin. On peut vous demander aussi, par exemple, votre numéro de sécurité sociale, des choses comme ça. Ça, à ne jamais donner. On peut se dire qu'avec ça, on peut rien faire, etc. Eh ben, si rien qu'avec cette liste-là, on peut faire de l'usurpation d'identité, tout simplement. Pour exemple, mon frère, du coup, qui lui habite sur Paris, il a reçu des lettres en lui disant qu'il devait, je sais plus, mais pas mal d'argent, plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros à la SNCF pour des fraudes de train, alors qu'il a jamais pris ces lignes de train-là. Et ben, tout simplement, c'était sur une inscription, en fait, sur un site où les données ont un petit peu fuité. Et juste avec des informations comme ça, en fait, on peut vous mettre des factures, des voilà, plein de choses, des amendes, des choses comme ça. On peut usurper votre identité pour ça. Donc ça, tout ce qui est en dehors du nom, prénom, adresse mail, téléphone et, au pire des cas, adresse. En dehors de ça, déjà, c'est assez étrange qu'on vous demande d'autres informations un peu plus perso. Ensuite, la deuxième chose, ça va être pour procéder, on voit que on doit envoyer les renseignements à l'adresse de Maître Guillaume Warren. Donc ça rassure, on se dit maître, c'est certainement un notaire ou un avocat ou quelque chose comme ça. Donc ça peut rassurer. Quand on regarde par contre l'email, on est sur superviseurguillaume@gmail.com. Et là, vous devez avoir la puce à l'oreille sur le gmail.com. Tous les professionnels ne vous enverront, à part, quand je dis tout, encore une fois, c'est une généralité, hein, si vous avez le plombier du village qui vous envoie un mail, c'est possible qu'il soit en gmail.com. Mais tout ce qui va être les notaires, les avocats, le gouvernement et les grosses sociétés ne vous enverront jamais de mail en gmail.com. Pourquoi? Parce que gmail.com, en fait, c'est fait pour du particulier. Donc, les sociétés ont leur terminaison d'adresse mail. Gmail.com, c'est un domaine pour les particuliers. C'est-à-dire que moi, Thomas, je peux très bien créer une adresse mail qui s'appelle superviseurguillaume@gmail.com, vous envoyer un mail en vous disant ce que je veux. Donc, tout ce qui est en gmail.com, c'est du particulier. Donc, déjà, si vous recevez un mail ou qu'on vous demande d'envoyer des choses, etc., à une adresse en gmail.com, c'est un peu comme Yahoo, des choses comme ça, Outlook notamment, c'est fait pour du particulier. Donc déjà, là, petite puce à l'oreille. Et après, d'autant plus si c'est des choses, entre guillemets, étatiques, gouvernementales, tout ce qui va être des notaires, des médecins ou même les impôts ne vous enverront jamais rien en gmail.com parce qu'ils ont leur domaine à eux et ils n'utilisent du coup pas des domaines faits pour les particuliers. Donc là, déjà, tout là, on est bon, on sait que c'est une arnaque, on nous propose 500 000 euros alors qu'on n'a rien demandé, on nous demande beaucoup trop d'informations, tout ça pour l'envoyer sur une adresse en gmail.com, donc à un particulier qui peut être n'importe qui.
Là, c'est de l'arnaque à 100%, il n'y a pas de doute. Ensuite, on va voir les mules financières. Les mules financières, qu'est-ce que c'est? Ça va être comme cet exemple-là, par exemple, où on va vous demander, là, dans cet exemple, on vous dit que c'est une solution pour réduire les impôts de la société. Le principe est toujours le même. On vous fait un virement d'une certaine somme, là, en l'occurrence, 1900 euros, et vous vous renvoyez sur un autre compte 1500 euros. Voilà. Dans l'affaire, vous avez gagné 400 euros. Alors déjà, il faut savoir que cette manœuvre-là, et que ce soit même des gens que vous connaissez qui vous demandent ça, c'est totalement illégal. On n'a pas le droit de faire transiter de l'argent d'une société à des particuliers pour le récupérer après, etc. C'est de la manipulation d'argent, c'est totalement illégal, à part cas très spécifiques, on est d'accord. Mais dans 99% des cas, c'est totalement illégal. Donc de base, déjà, ça pue. Ensuite, la chose qui peut être un peu piège, c'est que par exemple, là, on voit bien que c'est un message sur les réseaux de type Facebook. Donc, ça peut très bien être un proche qui vous demande ça, et ça peut être de différentes manières. Là, c'est en l'occurrence pour une entreprise, mais ça peut être un proche, je ne sais pas, votre enfant, par exemple, qui vous dit qu'il est à l'étranger, il a une grosse galère, on lui a pris ses affaires, il faut lui envoyer de l'argent tout de suite sur un compte bancaire que vous ne connaissez pas. Alors là, faites gaffe parce que tout simplement son compte peut très bien avoir été piraté. Donc si c'est le cas, faut pas non plus, je vous dis pas de laisser vos enfants dans la galère à l'autre bout du monde, mais juste si c'est le cas et que ça vient des réseaux sociaux, vous avez très certainement son mail, vous avez très certainement son numéro, si c'est un proche, n'hésitez pas à passer un coup de fil, appeler pour vérifier les dires, être sûr qu'il y ait vraiment un problème et qu'il ait vraiment un besoin. Parce que là, on se dit, bon, bah, l'un dans l'autre, si on nous envoie de l'argent et qu'on le renvoie, il peut pas nous arriver grand-chose. Ok, c'est illégal, mais il peut pas nous arriver grand-chose. Eh ben, détrompez-vous. Parce que ces gens-là, maintenant, arrivent à tracer les échanges d'argent entre banques. Et donc là, sur ce cas-là, si vous recevez 1900 euros, que vous renvoyez 1500 euros, exactement, je vois passer, ça peut être sur WhatsApp également, ça peut être sur beaucoup de plateformes, enfin, toutes les plateformes, que ce soit même par SMS, téléphone, mail, ça peut arriver partout. Et ben non seulement vous allez renvoyer les 1500 euros, mais eux, en fait, après ça, ils vont annuler les 1900 euros, même s'ils sont présents sur votre compte. Ils vont les annuler et se faire rembourser. Donc, en fait, dans l'affaire, c'est vous qui allez perdre 400 euros, déjà d'office. Et même plus loin, maintenant, avec la technologie et des gens qui sont un peu mal intentionnés, maintenant, rien qu'avec un IBAN, ou si vous faites une transaction sur un compte, quand je dis une transaction, c'est simplement un virement, sur un compte un petit peu douteux, et ben en fait, ils peuvent vous vider votre compte, tout simplement. En fait, il n'y a pas d'autre mot. Il y a des gens, là, j'ai vu il y a quelques temps, qui ont porté plainte et qui ont contre X, forcément, ils ont essayé de se retourner sur la banque, etc. Parce que des gens qui avaient fait soit des magouilles comme ça, ou qui avaient fait des virements ou donné des IBAN un petit peu comme ça à la volée en se disant un IBAN, c'est rien, et ben ils se sont retrouvés avec des comptes totalement vidés, mais en plus de ça, des prêts immobiliers. Donc, je vous dis pas, quand vous vous levez le matin, que vous vous retrouvez avec un prêt de 150 000 euros à la banque, que la banque vous dit, bah, nous, on peut rien y faire. Je pense que ça annonce déjà une journée un peu moyenne, hein, on va pas se mentir. Déjà, ça s'annonce mal pour la journée. Donc maintenant, on peut vraiment aller très loin, même juste avec un IBAN. Donc surtout, ne vous amusez pas à récupérer de l'argent d'un compte que vous ne connaissez pas, à renvoyer cet argent, etc. Au même titre que si vous recevez de l'argent sur votre compte que vous n'attendez pas, vraiment d'un compte que vous ne connaissez pas, vous pouvez directement avertir votre banque. Alors, ils vont vous le retirer, bien évidemment, vous n'aurez pas gagné encore une fois de l'argent gratuitement. Euh, mais en tout cas, faites vraiment gaffe à ça. Maintenant, rien qu'avec un IBAN, ça peut aller très très loin. Et d'autant plus que les mules financières de base, c'est illégal. Donc, si vous faites de la mule financière et vous vous retrouvez avec 150 000 euros de dette sur votre compte, bah, de base, vous étiez dans l'illégalité. Donc, c'est tout pour votre pomme. Et vous allez peut-être même prendre du coup des amendes en plus parce que vous avez fait des choses illégales. Donc, à ce moment-là, vous avez tout perdu. Donc, méfiez-vous dès qu'on vous propose des échanges d'argent, des choses comme ça. C'est non, vous signalez ça à votre banque si vous trouvez des mouvements un peu suspects. Et voilà, et si c'est quelqu'un d'autre, vous le bloquez, que ce soit par mail, SMS, téléphone, vous bloquez la personne.
Ok, les malwares. Les malwares, ça va être un petit peu différent parce que les malwares, qu'on peut aussi, on peut englober dans les malwares notamment les virus, les chevaux de Troie, les choses comme ça. Donc là, ça va être un petit peu différent parce que c'est vraiment des logiciels. C'est pas de l'arnaque comme on a vu jusqu'à maintenant avec l'arnaque à la loterie multifinancière où ça va plutôt jouer sur votre crédulité. Là, ça va être vraiment du logiciel qui vont s'installer sur votre ordinateur, sur votre téléphone, etc. et qui va récupérer toutes vos données. Donc, bien évidemment, le plus important, les données bancaires, les données comme ça qui vont être sur vos applications mobiles, etc. On peut tout retrouver avec un malware qui est installé. Donc, pour s'en prémunir, déjà, les malwares, ils s'installent comment? C'est toujours de toute manière de votre action ou de l'action du propriétaire de l'outil qui va être infecté. C'est-à-dire que vous pouvez très bien recevoir juste un mail de quelqu'un que vous connaissez, que vous ne connaissez pas, avec une pièce jointe ou un simple lien en qui va vous dire, par exemple, ça peut être tout et n'importe quoi, hein, ça peut être simplement même, ah, regarde, j'ai pris des photos de vacances, regarde mes photos, etc. Ça peut être des trucs très très simples, mais ça va toujours être via un lien ou un téléchargement. Donc soit un fichier, soit un lien. Le souci là-dedans, c'est que du coup, quand vous allez cliquer sur le lien, il se peut qu'il se passe quelque chose, que vous ayez vraiment des photos, comme il se peut qu'il ne se passe rien du tout. Vous avez cliqué sur le lien, visuellement, il va rien se passer. Mais en fait, derrière, ce qui va se passer, c'est que ça va vous installer un virus sur votre ordinateur. Et à partir de ce virus-là, bah, en fait, les gens, en fonction du virus, ils peuvent tout faire. Ils peuvent, notamment, comme je l'ai dit un peu avant, ils peuvent récupérer toutes vos données, mais ils peuvent également, après, prendre le contrôle de votre ordinateur. Donc, activer les caméras, regarder, envoyer des mails. Ils peuvent faire absolument tout ce qu'ils veulent une fois que votre ordinateur est infecté. Donc déjà, pour s'en prémunir, bah, on évite de cliquer sur les liens inconnus. On télécharge pas de fichiers qui viennent de nulle part, de mails de gens qu'on ne connaît pas, qu'on voilà, sait pas. Et on va avoir quelque chose qui va nous protéger de base sur nos ordinateurs parce que ça reste un logiciel. Donc on va avoir des pare-feux et des antivirus qu'on verra juste après. Donc les pare-feux et les antivirus, qu'est-ce que ça va être? Il faut déjà discerner les deux. Le pare-feu, avec son anglicisme firewall, en fait, ça va être quelque chose qui va être natif maintenant sur vos ordinateurs. Si vous avez encore des PC d'avant 2000, là, ça va être compliqué. Les pare-feux n'étaient pas encore forcément mis d'office, mais déjà, à partir des années 2000, ils ont commencé à mettre les pare-feux. Pas encore les antivirus. Les antivirus sont assez récents, mais les pare-feux sont déjà installés dans vos ordinateurs. Le pare-feu, c'est très simple. C'est quoi? C'est quand vous allez faire une recherche sur Internet. En fait, vous, techniquement, quand vous faites une recherche sur Internet, vous allez demander à un serveur. Un serveur, c'est quoi? C'est comme un gros ordinateur. C'est un ordinateur, mais qui est très gros et qui peut recevoir beaucoup de données. Donc, en fait, quand vous allez faire une recherche sur votre ordinateur, vous allez demander des ressources Internet au serveur, donc à ce gros ordinateur. L'ordinateur va vous renvoyer tout un tas de données qu'il va déjà plus ou moins trier. Le pare-feu, il va faire effet à ce moment-là, c'est quand le serveur vous renvoie toutes les données, bah lui, en fait, naturellement, il va regarder les données avant de vous les retourner. Il va déjà les regarder, il va regarder ce que c'est comme type de données. Est-ce que c'est des fichiers? Est-ce que c'est des pages web? Est-ce que c'est... Peu importe le type. Et il va regarder dans cette donnée-là, est-ce qu'il y a quelque chose d'un petit peu bizarre ou qui pourrait compromettre votre ordinateur? Si oui, à ce moment-là, il vous le renvoie même pas. Donc le pare-feu, c'est génial, vous avez même pas à vous en occuper, il le fait naturellement. En fait, il va tout de suite, il va regarder. Là, on voit par exemple sur la petite terre qui représente le serveur, on a 5 flèches. Bah, lui, en fait, il va regarder chaque flèche et qui va correspondre à une donnée. Il va se dire, OK, celle-là, on la laisse passer. Celle-là, c'est un petit peu bizarre. On la laisse même pas passer, donc elle n'atteindra même pas votre ordinateur. Donc ça, c'est vraiment les pare-feux. Les antivirus, eux, vont agir après ou avant, peu importe dans quel sens on prend, mais l'antivirus, lui, va être directement sur votre ordinateur et va agir uniquement sur votre ordinateur. Il ne va pas interagir avec Internet. L'antivirus, lui, encore une fois, maintenant, si vous êtes sur des PC récents, mais là, plus à partir de 2015, dirons-nous,
On a des antivirus de base sur tout ce qui est Windows. Par exemple, on a Windows Defender qui est d'office, ou qui comprend un pare-feu et un antivirus. Après, vous pouvez aussi télécharger d'autres antivirus. Il y en a des gratuits, il y en a des payants. Il existe tout un tas d'antivirus. L'antivirus, lui, il va servir à scruter vos fichiers de l'ordinateur pour vérifier qu'il n'y ait pas d'infection à un virus, tout simplement. Donc lui, en fait, il va parcourir soit périodiquement, toutes les semaines, tous les mois, tous les jours, où vous, en général, vous pouvez lancer des scans. Et lui, en fait, il va s'assurer que tout ce qu'il y a sur votre ordinateur ne contient rien de mauvais. Les antivirus maintenant sont assez performants, donc s'il détecte que c'est d'office un virus, il va le supprimer. Il peut des fois ne même pas vous demander l'autorisation. Il va pas vous le demander tout simplement parce que l'antivirus est un logiciel. Et donc, si il y a un danger pour lui, pour sa sécurité logicielle, ben, en fait, il va d'office le supprimer parce qu'il n'a pas envie de se faire corrompre. C'est lui qui sert à ne pas corrompre les fichiers. Donc, si lui se fait corrompre, là, ça devient très compliqué. Donc, lui, de base, tous les fichiers qui peuvent être vraiment dangereux, il va les supprimer. Et tous les fichiers où il a un petit peu des doutes, qui sont pas forcément dingues, il va pouvoir vous mettre des petites alertes, soit par mail, soit des petites notifications Windows comme on peut avoir. En fait, il va vous mettre des alertes en vous disant, attention, j'ai parcouru les fichiers, j'ai vu ça, c'est pas dingo, fais gaffe, regarde un petit coup, voir si ça t'est vraiment utile. Si ça t'est vraiment utile, garde-le, c'est pas grave, si vraiment il devient dangereux, il le supprimera automatiquement. Si ça ne vous est pas utile, vous pouvez directement le supprimer. Si lui déjà n'est pas en confiance sur ce fichier-là, ça sert à rien de donner une confiance personnelle. On n'est pas dans un ordinateur, donc privilégiez surtout la confiance de l'antivirus. Si vous dites supprimer quelque chose, voilà, si c'est pas vraiment important, supprimez-le. Ok, on passe sur le dernier type d'arnaque, certainement une des plus connues avec les malwares, c'est le phishing. Le phishing, c'est quoi? C'est simplement le fait de se faire passer pour une société pour récupérer vos identifiants, notamment de connexion ou vos identifiants bancaires. Donc, c'est-à-dire qu'on va, par exemple, vous envoyer un mail de n'importe qui, de votre banque, de votre fournisseur Internet ou autre. On va vous dire, va te connecter sur ton compte, c'est quelque chose de bizarre. Lorsque vous allez vous cliquer sur le compte, vous allez arriver sur une page qui est, qui représente celle que vous avez l'habitude d'aller quand vous y allez de vous-même. Seulement, le souci, c'est qu'en fait, c'est juste l'aspect visuel qui correspond à ce que vous recherchez. Mais derrière, vous n'êtes pas du tout sur le site. Vous êtes sur un faux site qui ressemble à un vrai site. Et quand vous allez rentrer vos identifiants, bingo, eh ben, eux, ils récupèrent tous les identifiants. Plutôt que vous connecter, en fait, ça va atterrir directement dans la base de données de la personne qui vous fait du phishing, autrement dit du hameçonnage. Donc, en fait, c'est vraiment ça, c'est qu'en gros, vous allez avoir une interface utilisateur comme vous avez l'habitude d'avoir, ou une interface de paiement, ou peu importe l'interface que vous utilisez, mais ça va être comme d'habitude. Seulement, ça viendra d'un lien en général malveillant. Mais ça va être exactement comme d'habitude. Et au moment où vous allez enregistrer vos informations, bingo, vous avez perdu toutes vos données. Donc, encore une fois, comme on l'a dit avant pour tout le reste, les malwares, etc., il ne faut pas cliquer sur des liens inconnus. Si on vous envoie des liens par SMS, par mail ou quoi que ce soit, si vous ne le connaissez pas, vous ne cliquez pas. Et si vous avez un doute, eh ben, vous passez par la manière que vous faites d'habitude. Donc, si vous allez par exemple sur votre compte bancaire par Internet, eh ben, vous accédez, vous ouvrez Internet, vous y allez comme d'habitude et vous allez regarder s'il se passe quelque chose. Mais vous n'accédez pas à ce supposé contenu via un mail d'un inconnu. Et ensuite, on va observer et vérifier. Comment on observe et on vérifie? Là, vous avez pour exemple un mail de Bouygues Télécom qui nous dit que le prélèvement mensuel du règlement de la facture a été refusé par l'établissement, etc., etc. Donc le mail est pas mal. Il y a notamment quand même une grosse erreur, mais bon, là pour le coup, qui est assez flagrante, c'est que si on regarde le logo Bouygues Télécom, bah, ils sont plantés dans deux lettres. En fait, on n'est pas sur Bouygues, on est sur Buoig Télécom. Donc déjà là, c'est la petite chose où on regarde bien tout ce qui est logo, etc. C'est des professionnels, c'est des grosses entreprises, ils ne se trompent jamais sur leur logo. En général, c'est des images, en plus, ils les tapent pas à la main. Donc si déjà il y a un problème sur le logo, au niveau des couleurs, des choses comme ça,
ça met un petit peu la puce à l'oreille, faut faire gaffe. Après, le mail en soi est vraiment pas mal parce que ça ressemble à un mail de Bouygues. Il n'y a pas vraiment de faute d'orthographe, c'est plutôt bien expliqué, c'est comme d'habitude, on a 48 heures pour régler la facture, sinon on est résilié, donc ça peut faire un peu peur, etc. On voit du coup qu'on a un lien qui redirige, en tout cas à la lecture, on voit bien que c'est bouyguestelecom.fr/ mon compte/ suivi conso/ facture. Donc potentiellement, c'est le vrai lien en fait. Décrit là qu'on voit, c'est le vrai lien. Et ensuite, on a un bouton pour s'identifier. Et là, il y a fort à parier que quand vous cliquez sur s'identifier, soit ça va vous mettre un malware, soit vous allez être redirigé sur la page d'identification Bouygues, mais qui en fait ne sera pas la vraie page. Et là, on va vous dérober vos identifiants. On s'aperçoit aussi sur la lecture d'une URL, on appelle ça une URL, c'est une adresse en fait de site internet, c'est une URL. On commence toujours par HTTP et ensuite on a le déroulé de l'URL. Alors le HTTP, en fait maintenant c'est plus utilisé. C'est en fait le HTTP, ça sera ça sur tous les sites que vous allez voir, ça commence toujours par HTTP parce que c'est ce qu'on appelle un protocole. En fait, c'est la manière dont va discuter votre ordinateur avec Internet. C'est simplement comme ça s'appelle un protocole. À la base, on avait le protocole HTTP. On s'est aperçu après, avec l'expansion du web et toutes les informations un petit peu euh, personnelles qu'on va mettre en avant, on s'est aperçu que c'était pas forcément sécurisé. Parce que du coup, à la base, quand Internet s'est créé, c'était pour partager des infos, des choses comme ça. Et du coup, en fait, on s'en fichait un petit peu que tout soit bien sécurisé, tout soit crypté. Quand on écrit une recette de cuisine, on s'en fiche qu'il y ait des pirates informatiques qui récupèrent cette recette. S'ils ont envie de la récupérer, ils peuvent la récupérer. Mais là où ça devient problématique, c'est à partir du moment où on a vraiment intégré les comptes et notamment après toutes les infos bancaires, etc., où on s'est dit, bah, en fait, c'est pas sécurisé, tout est en clair. Tout ce qui est envoyé, donc les informations, les échanges d'informations de votre ordinateur au serveur, bah, en fait, quelqu'un qui s'y connaît un petit peu, il pouvait se mettre en plein milieu et récupérer tout ce flux d'informations qui tourne et donc absolument tout récupérer. Donc, on est passé sur du HTTPS, le S pour sécurité. Donc maintenant, toutes les grosses plateformes et tous les gros sites vont toujours tourner sur du HTTPS. Pareil, encore une fois, c'est des grandes majorités, mais vraiment, on a plus de 90% des sites vont être sur du HTTPS. Parce qu'en plus, maintenant, ça fait même partie de l'accessibilité, etc. des sites Internet. Donc, tous ceux qui sont un petit peu sensibles et qui ont un site Internet, ils seront HTTPS. HTTP ne veut pas dire que vous ne pouvez pas accéder au site, parce que on va avoir des petits sites, des petits blogs de jardinerie, des choses comme ça qui peuvent être très intéressants et très pertinents, mais qui ne sont pas sensibles au numérique et donc qui vont rester sur du HTTP. Donc c'est pas voilà, c'est pas parce que c'est HTTP qu'il faut avoir peur, mais si on est sur du HTTP, il ne faut renseigner aucune information. Typiquement, le site de jardinage où vous prenez des informations, vous avez des petits articles en HTTP, c'est pas grave. À partir du moment où on commence à vous demander un identifiant, une adresse mail, un mot de passe, si c'est sur du HTTP, on oublie, on quitte le site, on s'en va. Maintenant, de toute manière, en plus, les navigateurs sont un petit peu sensibles, deviennent de plus en plus performants aussi là-dessus. C'est que maintenant, si vous allez sur des sites HTTP, vous avez toujours une petite fenêtre, notamment sur Google Chrome, Mozilla Firefox, des navigateurs comme ça. Vous allez avoir une petite fenêtre en haut, à droite, justement, à côté de l'URL qui va vous dire attention, site non sécurisé. Maintenant, ça vous le précise sur tous les navigateurs du marché, ça vous le précise. Et donc, si vous êtes dessus, c'est pas grave, ne prenez pas peur, ne quittez pas, n'ayez pas peur pour vos informations, quoi que ce soit. Mais par contre, ne rentrez absolument aucune information si vous êtes sur du HTTP. Si vous êtes sur du HTTPS, vous pouvez y aller, vous pouvez payer en ligne, vous pouvez vous inscrire. Vos informations sont vraiment sécurisées, elles sont cryptées en fait. Donc même si on se met au milieu, on n'y aura pas accès, donc il n'y a pas de souci. Deuxième exemple, c'est que là, on a une notification d'impôt. Donc là, déjà, de base, rien qu'en lisant, encore une fois, si on ne la lit pas de travers, on voit qu'il y a des fautes d'orthographe de partout. Donc déjà, voilà, c'est déjà mauvais signe. Après, là où ils sont assez forts, c'est que si on regarde l'expéditeur, on est sur dgfip.finance.gouv.fr.
Donc, on n'est pas sur du gmail.com. Ça, pour le coup, c'est assez fort. Parce qu'ils ont réussi à usurper l'identité d'une adresse mail en .gouv.fr. Ça, c'est incroyable. Donc, ça donne confiance. On se dit, bah, c'est pas du Gmail, c'est vraiment gouvernemental. C'est quand même, voilà, faut quand même faire gaffe. Il n'y aurait pas de faute d'orthographe. Franchement, ça peut devenir compliqué. Pour le coup, ça peut devenir compliqué et on se dit qu'il y a vraiment quelque chose. Et donc, on nous dit de cliquer ici. Donc là, on voit qu'on a deux liens qui redirigent sur une page, mais là, on a le lien en entier et cliquer ici. Donc c'est là où on se dit qu'en fait, dès qu'on a un lien d'écrit, en fait, derrière, ça peut renvoyer sur n'importe quoi. Le lien écrit, c'est juste du texte. Ça ne veut absolument pas dire que vous allez être redirigé sur le lien qui est écrit. C'est juste du texte. La seule manière fiable de voir le lien sur lequel vous allez être redirigé, c'est tout simple, c'est de ne pas cliquer et en fait de mettre sa souris sur le lien. Si vous êtes sur Internet, sur votre boîte mail ou quoi que ce soit, vous avez juste à glisser la souris sur le lien, vous ne touchez plus. Et en moins de 2 secondes, vous voyez que en bas, là, si vous suivez la flèche, en bas à gauche de votre écran, vous allez avoir le lien réel sur lequel vous allez être renvoyé. Et ça, par contre, on ne peut pas tricher. Ça, pour le coup, on peut écrire ce qu'on veut. Je peux écrire cliquer ici, je peux écrire Bouygues Télécom / mon compte / suivi conso. Je peux écrire ce que je veux. Par contre, la souris, quand vous cliquez, en fait, elle va lire directement dans le code, elle va lire le lien réel. Donc là, vous ne pouvez pas vous tromper. Donc rien qu'en glissant en fait ma souris sur le cliquer ici, j'attends, je vois le lien apparaître, excusez-moi, et en fait on s'aperçoit que c'est pas du tout un site gouvernemental parce qu'on va atterrir sur du HTTP, donc non sécurisé, et c'est du www.capitalhouse.com.mx/.secure, bref, une URL qui ne veut absolument rien dire. Et donc en fait on s'aperçoit qu'on n'est absolument pas sur un site gouvernemental, on est redirigé sur un site totalement inconnu. Donc là, encore une fois, on ne clique pas. Voilà. Et on ne clique pas pourquoi? Pas seulement parce que c'est HTTP, mais parce que déjà il peut y avoir un malware, un virus, donc on ne va pas cliquer sur des sites qu'on ne connaît pas. Mais en plus de ça, du coup, il y a fort à parier que lorsqu'on va cliquer là-dessus, on va être dirigé sur capitalhouse.com, etc. Et là, bah, fort à parier qu'il va y avoir, notamment sachant que c'est pour les impôts, on va très certainement vous demander, sur un site tout beau, hein, mais on va vous demander bah, votre numéro fiscal, votre mot de passe, etc. Et hop, rebelote, le phishing est parti et ça a marché pour eux. Voilà, donc surtout, bien vérifier le lien juste en passant la souris. Si on ne connaît pas, on ignore. Et si on se balade nous-mêmes sur Internet et qu'on voit, vous voyez de toute manière sur Google, vous avez toujours le lien du site, vous avez toujours l'URL, hein. Si vous êtes sur du HTTP, voilà, on peut cliquer, on peut prendre connaissance des infos qu'il y a sur le site, mais on ne va pas rentrer d'informations. Pas d'adresse email, pas de mot de passe, pas de compte bancaire, rien du tout. Voilà. On va faire un petit jeu très rapide. Donc, je vous propose de mettre un petit peu le chat. On va perdre, on va noyer un petit peu Andrea dans le chat, mais c'est pas grave, il aime bien ça. Ce que je vous propose, c'est un petit jeu de faire ça ou ça. Donc, à chaque fois, vous allez avoir deux propositions. Je vais vous poser une question, vous avez deux propositions. Et dans le chat, vous pouvez mettre un ou deux. Et on va voir euh, la majorité, si la majorité, vous n'êtes pas obligé de jouer si vous ne voulez pas jouer, hein, il n'y a aucune obligation, bien évidemment. Pour les adresses email, si je reçois ou je veux envoyer ou je reçois un mail de Andrea, par exemple, quelle adresse mail je peux faire confiance? Est-ce que ça va être la première, donc la 1, andrea@eli.net, ou bien la 2, andrea.eli@gmail.com? Je vous laisse 10 petites secondes. Voilà, donc les pouces, on va dire que c'est 1. Voilà, vous pouvez faire 1. Donc il y en a 4 qui nous le disent. OK. OK, OK, OK. Ah, je vois un 2 de Dominique. Mais sur la majorité, c'est le 1. Évidemment que c'est le 1. Dominique, tu t'es trompé. Je ne sais pas si tu étais là, après on en a parlé au tout début. Mais non, c'est bien évidemment le 1. Si, Pourquoi? j'étais là. Pas bon. Ah, bah voilà.
t'as fait l'erreur. C'est pas bien grave, on est là justement pour voir un peu ça. Et ben non, comme on l'a vu tout à l'heure, en fait, la deuxième, c'est une adresse en gmail.com. Du coup, ça peut très bien ne pas appartenir à Andrea. Parce que moi, je peux très bien créer une adresse mail qui s'appelle andrea.eli@gmail.com. Si elle n'est pas prise, moi, Thomas Fabre, je peux tout à fait la créer. C'est une adresse mail particulière en gmail.com. Tandis que andrea@eli.net, là, on ne peut pas se tromper parce que eli.net, techniquement parlant, je ne sais pas qui s'en occupe, mais techniquement parlant, une adresse en eli.net, il n'y a que Andrea, qui est propriétaire de ce domaine, qui peut vous la créer. Donc, si c'est en eli.net, personne ne peut y accéder à part Andrea. Donc, Andrea est le big boss de eli.net. Personne ne pourra en créer une avec cette terminaison-là. Impossible. Au niveau des liens, là, c'est un petit peu piège. On n'en a pas parlé, mais on va l'aborder justement dans cette question. Mais selon vous, je dois rejoindre un atelier. Je reçois par mail 2 liens pour un atelier chez Eli. On va avoir soit le lien HTTP, donc en 1 www.eli.net/atelier.xy, ou alors, pareil, https www.eli.atelier.xy.net. Je vous laisse encore 10 petites secondes. Majoritairement du 1, on a un 2. Ok, on est majoritairement sur du 1. Eh ben, vous avez tout à fait raison. Il y a Ranou qui a dit le 2. Alors, c'est un petit peu plus technique parce qu'on ne l'a pas abordé avant. En fait, effectivement, c'est le 1. Pourquoi c'est le 1? Parce qu'en fait, vous êtes au courant, je pense, que sur tous les sites Internet, vous avez du coup ce qu'on appelle une extension. Donc, c'est tout ce qui est .net, .fr, .com. Il y en a beaucoup. Donc, les plus connus, c'est .fr et .com, bien évidemment. Et ben en fait, ça va être comme pour l'adresse mail. Le vrai site, le site sur lequel vous allez être dirigé, c'est toujours le site qui se trouve juste avant l'extension. Donc juste avant le .net, juste avant le .com, juste avant le .fr. Donc sur le premier, en fait, tout ce qu'il y a après le slash, l'un dans l'autre, on s'en fiche. C'est juste des adresses différentes d'un site. Mais ce qui nous intéresse, ça va être de repérer le .net, .com, .fr et regarder ce qu'il y a juste avant. Donc là, sur le 1, effectivement, on a notre .net et on a le Eli juste avant. On est bon, on va tomber sur le site d'Eli. Sur le deuxième, on voit bien le .net et qu'est-ce qu'il y a avant? Eh ben, ça va être Atelier XY. Et donc là, on ne va pas tomber sur le site Eli, mais on va tomber sur le site atelierxy.net. Voilà, c'est la petite différence. Tout ce qu'il y a après, on s'en fiche. Tout ce qu'il y a avant, par contre, enfin ce qu'il y a juste avant même, eh ben, ça va être le nom du site réel. Voilà, donc à ne pas confondre entre ce qu'il y a après. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment repérer l'extension .net, .com, .fr et on regarde ce qu'il y a juste avant. Voilà. Dernière petite question, au niveau des pare-feux, est-ce que ça nous protège des données envoyées par Internet ou est-ce que ça détruit les virus sur l'ordinateur? Pareil, 10 petites secondes. Je vous laisse répondre. Normalement, il n'y a pas d'erreur là-dessus. On l'a vu juste avant. Ok, nickel, on n'a que des réponses. Une, bien évidemment, le pare-feu, on l'a vu, ce qui protège les données envoyées par Internet. Ce qui détruit les virus sur l'ordinateur, c'est l'antivirus. Oui, Thomas, pas mal, ouais. pardon, je t'interromps une seconde pour. Je sais que le temps file et que tu as encore plein de choses à présenter, mais il y a deux petites Ouais. questions dans le chat. Il y en a trois même. Il y en a une première, c'est François sur une amélioration technique. C'est pas tant pour toi, mais peut-être plus pour moi. Pour votre information, si vous voulez mettre en plein écran ce que Thomas partage, vous pouvez également. Si jamais votre configuration ne propose pas un affichage optimal. Pour ce faire, vous pouvez donc laisser votre souris sur l'écran que partage Thomas et vous avez trois petits points tout en haut. Et ensuite, sur ces trois petits points, et vous avez plein écran. Donc ça, c'est une première manière, si vous voulez, d'afficher le partage d'écran de Thomas de manière totale. Alors, vous ne verrez plus les autres participants, mais ça peut peut-être rendre votre expérience plus agréable, cher François.
Et ensuite, on a deux questions plutôt sur le fond que sur la forme. La première, c'est l'antivirus Windows de base est-il suffisant ou faut-il installer un autre antivirus? Et la seconde, peut-être tu l'as vu aussi, sur ce phishing, quelle est la première action spam? Peut-être tu sauras répondre à cette L'action à question. faire, du coup, quand on le Ah, reçoit, ouais. je pense. Voilà, merci. Ok. Je te laisse continuer après. Ça marche. Alors, du coup, pour ce qui concerne l'antivirus, oui, c'est tout à fait suffisant. Si vous êtes sur Windows Defender, c'est largement suffisant. Maintenant, ils mettent des choses très qualitatives. Là où ça va commencer à ne pas être suffisant, ça va commencer vraiment plus au niveau professionnel, quand vous avez beaucoup de données sensibles, etc. Mais l'antivirus basique sur Windows pour une utilisation voilà, basique, accéder à Internet, aller sur les réseaux sociaux, commander sur Amazon, par exemple, je prends des exemples basiques, mais pour tout ça, oui, l'antivirus de base de Windows est largement suffisant. Et pour la deuxième question, du coup, sur le phishing, quelle est la première action du spam, pour le spam? Eh ben, exactement. Si vous recevez un mail comme ça, que vous voyez que c'est un peu bizarre, vous bloquez en fait tout simplement l'expéditeur du mail. Voilà, rien d'autre à faire. Vous allez sur le mail, vous cliquez suspicion de spam. Et voilà, comme ça, déjà, ça va vous le mettre dans le spam. Et ensuite de ça, si jamais on vous renvoie un mail avec cette adresse mail, bah, ça va vous le mettre directement dans le spam. Comme ça vous embête même pas. Vous n'avez pas deux fois à vous poser la question. Voilà. Ok, petit truc très rapide sur les mises à jour en 30 secondes. Les mises à jour, on le dit pas assez souvent, ça nous embête. Il y a tout le temps des mises à jour. Dès qu'on va se connecter, on va avoir une mise à jour d'une application, de l'ordinateur, de tout ça. Ça prend du temps, c'est embêtant, mais il faut vraiment les faire. C'est important. C'est pas pour vous embêter, c'est pour votre sécurité. Vraiment. Pour le coup, de temps en temps, les mises à jour peuvent avoir des ajouts de fonctionnalités. Voilà, ça peut être des petites mises à jour, etc. Mais même quand c'est pour de l'ajout de fonctionnalités, dans tous les cas, on ne le voit pas parce qu'ils en parlent pas forcément, mais on a toujours des petits ajustements pour la sécurité. Voilà, de quelque chose qu'ils ont découvert un peu plus tard, etc. Donc, dès que vous avez une mise à jour, déjà la première chose à faire vraiment pour votre sécurité, c'est dès que vous avez une mise à jour, que ce soit votre téléphone, une application, votre ordinateur, Google Chrome, Mozilla, votre mail, peu importe, faites la mise à jour directement. Parce qu'après, sinon, on la passe, on la zappe, on la fait pas. Voilà, prenez 5 minutes, vous cliquez la mise à jour. Des fois, c'est pas le moment, mais bon, voilà, on fait un petit effort là-dessus, on fait sa mise à jour et au moins déjà on est tranquille. Passons maintenant, sans transition, aux mots de passe. Donc, les mots de passe, on nous en demande de plus en plus. Dès qu'on veut faire quelque chose, il faut créer des mots de passe. On nous dit aussi qu'il nous faut maintenant beaucoup de caractères. Il nous faut au moins 13 caractères, des symboles spéciaux. Faut qu'ils soient tous différents en fonction de la plateforme, etc. Bref, on en vient à avoir des centaines de mots de passe, dont certains qu'on oublie, etc. Donc, les mots de passe, pour vous montrer un petit peu très rapidement l'utilité de mettre beaucoup de caractères et de mettre des symboles, des chiffres, lettres majuscules, minuscules, c'est qu'on s'aperçoit par exemple que même si vous avez un mot de passe à 10 chiffres, ce qui est quand même, ce qui commence quand même à être long, mais si c'est juste des chiffres, bah en fait, un hacker, il peut vous le craquer instantanément. Ça lui prend même pas une seconde. C'est vraiment, il lance le logiciel, boum, il a votre mot de passe. Aussi rapide que ça. On s'aperçoit que déjà, si on fait que de la lettre minuscule, ça commence déjà à se réduire. Mais quand même, pour 10 lettres minuscules, c'est 58 minutes. Voilà, le mec qui lance le logiciel, parce qu'il faut bien se dire que c'est des logiciels qui font tout ça. C'est pas comme dans les films, on voit les mecs taper à fond pour avoir un mot de passe. Non, non, c'est un logiciel bien rodé, il le lance, ça tourne en arrière, il va boire un petit café en terrasse, il revient, il a votre mot de passe. Voilà. Et donc on s'aperçoit que plus on va ajouter d'éléments différenciants, donc lettres majuscules, minuscules, chiffres et des symboles, bah en fait on s'aperçoit que c'est de plus en plus compliqué. On s'aperçoit qu'à partir du moment où on arrive dans le jaune, ça commence à être quand même pas mal. Par exemple, si on met, des chiffres, lettres minuscules, majuscules, on en met 11, on est sur 41 ans. On se dit: «Bon 41 ans, voilà, faut y aller quand même pour avoir le mot de passe».
Oui, à l'heure actuelle. Mais avec toute la technologie qui se développe, les IA et tout ce qu'on peut voir arriver, bah, ça se trouve dans 1 an, il leur faudra plus que 58 secondes pour réussir à le craquer. Donc le but, c'est de pas devoir les changer tous les ans, sinon un petit peu laborieux et après on s'en rappelle plus. Mais en fait, même 41 ans, on peut imaginer que c'est loin, mais en fait, tout va tellement vite qu'en fait, ça se trouve dans 1 an, ça leur prendra plus que 50 minutes. Donc, on va essayer d'optimiser au maximum ça. Le but étant au moins d'être dans le jaune, mais idéalement, c'est d'être dans le vert, où là, on a plusieurs millions d'années. Donc là, même s'il y a des grosses avancées, ça va être compliqué de prendre plusieurs millions d'années d'avance, même en quelques années. Donc le but, ça va être d'être dans le vert, et donc forcément, pour être dans le vert, celui qui a le moins de caractères, c'est d'avoir symbole, chiffre, lettre minuscule et lettre majuscule. Deux manières pour créer ces mots de passe ou pour les retenir. Le premier, c'est un gestionnaire de mots de passe. Donc, c'est une application qui est sur votre navigateur. Il y en a des gratuits, il y en a des payants. On va pas aborder ça aujourd'hui, mais si ça vous intéresse, ça, c'est sécurisé. En fait, il faudra juste retenir vraiment le premier mot de passe pour vous connecter à ce gestionnaire. Et lui, en fait, va pouvoir tout enregistrer. Donc ça permet de gérer ces mots de passe qui sont directement sur votre ordinateur. Mais encore une fois, si on perd le premier mot de passe, si l'ordinateur brûle, etc., on passe tous les détails, il peut y avoir des pertes quand même, mais c'est très sécurisé. Si vous tournez vers l'option gestionnaire de mots de passe, vous tapez gestionnaire de mots de passe sur Google, vous allez en avoir plein. Dans les premiers résultats, c'est des résultats fiables. Et vous en avez beaucoup, des gratuits, des payants. Vous pouvez très bien les utiliser, il n'y a pas de souci. Moi, au quotidien, je m'en sers dans mon travail, il n'y a aucun souci. Mais nous, ce qu'on va approfondir un peu, c'est des stratégies mnémotechniques qui sont assez simples en fait. Parce qu'un mot de passe, quand on dit il y a besoin de 13 caractères, c'est pas forcément 13 caractères tous différents. Il peut y avoir 10 caractères pareils et juste en changer 3. Et nous, c'est ce qu'on va faire. En fait, on va récupérer, on va recycler un peu la base du mot de passe, mais on va lui changer 3 caractères à chaque fois. Et juste ça, ça suffit pour remettre les compteurs à zéro. Et vous êtes parti pour, je ne sais plus comment on avait vu, 2 millions d'années avant d'avoir votre mot de passe. Là, je pense qu'on est tranquille. Donc, stratégie mnémotechnique, encore une fois, je vous donne une stratégie. Vous pouvez vous l'approprier comme vous le souhaitez, mettre ça dans le sens que vous souhaitez, mais le principe reste le même. C'est qu'on va prendre un mot. Un mot qu'on connaît. Moi, je prends par exemple Luna. Luna, c'est ma première chienne. Donc, je suis sûr de jamais oublier ce nom-là. Donc, moi, je vais prendre Luna. Donc, déjà, on voit qu'on a 5 caractères, dont une majuscule. Déjà, on commence déjà un petit peu à avoir un mot de passe qui ressemble à quelque chose. Ensuite, il nous faut des chiffres. Donc, pour prendre les chiffres, on peut prendre tout simplement une année. Une année, on est sûr de se rappeler. Donc, moi, je vais prendre par exemple l'année à la date à laquelle j'ai eu mon permis de conduire. Donc, 2013. Donc, je sais que déjà, ça, Luna et 2013, c'est des mots, je suis sûr de m'en souvenir toute ma vie. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc, on va déjà avoir un mot de passe qui est déjà pas mal, parce qu'on a déjà la 5, on a déjà 9 caractères avec lettres majuscules, lettres minuscules, chiffres. Je ne sais plus combien ça fait, mais on est déjà, je pense qu'on s'approche du jaune déjà. Donc là, on est pas mal. Donc Luna 2013, ça va être la base de mon mot de passe. Ça, je suis sûr de m'en rappeler. Ou même, au pire, je peux le noter sur un petit post-it. Même si quelqu'un tombe dessus, le mot de passe final ne sera jamais Luna 2013. C'est juste pour avoir son petit mémo et s'en rappeler. Et en fait, tout simplement, on va faire quoi? On va se dire que, par exemple, si je suis sur eli.net, eh ben moi, je vais me dire que je vais récupérer 3 lettres du site. Voilà. Donc, notamment, les 3 premières lettres. Donc, Luna, E majuscule LL, parce que c'est le début, 2013. Et ce, du coup, peu importe sur quel site je suis, j'ai juste à regarder en haut dans la barre d'URL. Si je suis sur Google, bah, ça fera Luna, grand G, OO 2013. Si je suis sur Amazon, Luna, grand A, MA 2013. En fait, je vais prendre juste la première particule du site et je vais l'intégrer. Et donc, vous pouvez l'intégrer au milieu, au début, à la fin. Ça, je vous laisse voir ce qui est le plus pratique pour vous. Et du coup, on va quand même rajouter un caractère spécial pour vraiment taper les 2 millions. Et donc là, moi, je vais dire, je vais mettre tout simplement un point d'exclamation après la particule du site que j'ai récupéré. Voilà, donc ça peut sembler un petit peu étrange au premier abord,
Mais je vous garantis qu'en fait, une fois que vous avez 2-3 mots de passe comme ça devient naturel. Tous les participants qui ont fait cet atelier, quand je les ai revus après, je pense que le plus gros retour que j'ai, c'est sur les mots de passe où en fait, c'est très simple en fait de faire des mots de passe différents. Faut juste avoir un petit truc en fait, avoir sous ses propres mots et ses propres numéros de base pour pouvoir les répercuter. Et après, avoir quelque chose qui vous le rappelle. Donc là, je prends le site parce que le site, dans tous les cas, vous pouvez le voir dès que vous êtes sur le site. Mais vous pouvez très bien faire par domaine. Si vous aimez le jardinage, que vous voulez mettre, voilà, vous avez 3 sites de jardinage sur lesquels vous connectez. Vous pouvez très bien mettre, moi j'aurais pu mettre Luna, J majuscule AR pour jardinage, point d'exclamation 2013. Et comme ça, je sais que sur 3-4 sites, j'ai les mêmes mots de passe et tout ce qui concerne les jardins. Voilà. Petite différence sur si vous faites par domaine, la seule vraiment qu'il faut vraiment être unique totalement, ça va être votre adresse mail. Votre adresse mail doit être totalement unique, tout simplement parce que si on obtient votre adresse mail, c'est un peu l'entrée de tout. Bah, en fait, on peut aller se connecter sur tous les sites et faire mot de passe oublié. Et du coup, là, on peut vous changer tous vos mots de passe à partir de l'adresse mail. Donc, la chose la plus sensible, vraiment, quand vous naviguez sur Internet, la chose qu'il ne faut pas qu'on atteigne, c'est votre adresse mail. Parce que votre adresse mail, une fois qu'on rentre dedans, on peut accéder absolument à tous vos comptes. Voilà. On peut accéder à tous vos comptes, tout simplement. Moi, je vais sur Amazon, je fais, hop, je me suis connecté sur l'adresse mail d'Andrea, par exemple. Bah, je me doute qu'Andrea a déjà commandé sur Amazon. Je vais sur Amazon, je fais mot de passe perdu pendant que je suis connecté. Vous, on me demande de générer un nouveau mot de passe. Et donc, moi, je mets mon mot de passe et Andrea, il a perdu son compte. S'il a connecté sa carte bleue à Amazon, par exemple, hop là, je peux commander tout ça en point relais. Je reçois tous mes colis. Tout est bon. Gratos, aux frais de la princesse Andrea. Donc vraiment, l'adresse mail, faut vraiment qu'elle soit unique. Et si vous avez le moindre doute, comme je disais en début d'atelier, si vous avez le moindre doute sur l'intégrité de votre mot de passe, de votre adresse mail, notamment de l'adresse mail, à ce moment-là, vous le réinitialisez. Et ça, peu importe le compte même ou le site, si vous avez un doute, vous le réinitialisez tout de suite. Comme ça, même quelqu'un qui s'est connecté ou quoi que ce soit, les sites maintenant sont bien fichus, même les boîtes mail, Gmail, etc. Effectivement, je vois passer qu'il y a des doubles sécurités maintenant, des authentifications à 2 facteurs, qu'on appelle ça, qui maintenant synchronisent avec un numéro de téléphone, etc. Mais c'est pas obligatoire, à part pour les choses bancaires, c'est pas obligatoire. Vous pouvez le mettre maintenant sur plein d'applications, notamment Amazon permet de le faire, etc. Mais sachant que c'est pas obligatoire, autre que pour les choses bancaires, donc les applications bancaires, etc. Mais si vous voulez mettre l'authentification à 2 facteurs, c'est encore mieux, bien évidemment. Mais dans tous les cas, votre adresse mail, c'est vraiment le point d'entrée de tous vos autres comptes après pour récupérer les mots de passe et les changer. Donc l'adresse mail doit être vraiment sécurisée. Si vous avez le moindre doute, vous changez le mot de passe. Comme ça, en fait, même si d'autres personnes sont connectées, lorsque vous changez un mot de passe sur une application, sur une adresse mail, etc., bah en fait, ça va déconnecter automatiquement tous les appareils qui sont connectés. Et ça, c'est pareil pour tout ce qui va être les applications de streaming, Netflix, Amazon, etc. Euh, mais au moins, si vous changez l'adresse mail, tous ceux qui sont connectés également, eh ben, ils vont être déconnectés, ils vont demander le mot de passe, et cette fois, ils auront plus le bon parce que vous l'avez changé. Donc, vous êtes tranquille. Voilà pour les mots de passe. Je vous propose qu'on finisse, parce qu'on arrive déjà à la fin, ça passe vite, aux 2 sites réussirsenior.fr et votre amical. Hop là. Du coup, le site Réussir Senior est assez simple, l'un dans l'autre. Quand vous arrivez sur le site et votre amical AGA Senior également, c'est le même principe. Donc, quand vous arrivez sur la page d'accueil, vous avez les articles en plein, en grand. Vous avez à gauche l'agenda, les futures activités qu'il va y avoir. Et ensuite, si vous regardez un petit peu en haut, vous avez donc ce qu'on appelle le menu. Vous avez 3 choses. Un petit lien Réussir Senior qui vous permettre d'accéder à des pages un petit peu d'informations. Donc, qui sommes-nous, l'équipe, nos partenaires, etc. Donc là, c'est vraiment de la page d'information.
Si on va sur l'agenda, en fait, ça vous déploie un petit peu le premier petit agenda que vous avez à gauche, en plus grand, avec tous les événements, même certains qui sont déjà passés. Et enfin, pour finir le menu, à droite, vous avez identification. Et donc, c'est tout simplement l'endroit où vous pouvez vous connecter pour après pouvoir vous inscrire sur l'agenda. Donc, pour les derniers articles, tout simplement, je veux lire un article, j'ai tous les derniers articles juste ici. Donc, on peut descendre, après, on va voir les partenaires, etc. Mais sur les articles, je veux voir, par exemple, hop, pour l'adhésion 2025, je clique dessus. Et donc là, deux possibilités en fonction de l'article. Soit vous avez directement l'article, comme vous avez sur cette première partie-là, en fait, l'écriture de l'image, l'article. Ou alors, vous pouvez également avoir un PDF. Et donc, pour accéder au PDF, il suffit de recliquer. Quand vous avez fichier associé, vous pouvez cliquer sur le fichier pour le consulter. Et là, ça va charger. Donc là, vous avez en l'occurrence le bulletin d'adhésion. Et vous apercevez que en haut, vous avez des petites choses. Et notamment, vous pouvez du coup l'imprimer, le télécharger, etc. Vous pouvez du coup cliquer sur la petite flèche où ça va tout vous ouvrir directement. Voilà, donc là, vous avez le PDF. Et j'ai pas, pour le coup, sur celui-là, j'ai l'impression que vous ne pouvez pas. Ah si, le télécharger, il est là. Donc vous l'avez dans enregistrer là. Vous cliquez dessus et hop, ça lance le téléchargement. Là, ça demande du coup est-ce que vous voulez l'enregistrer. Vous pouvez enregistrer directement, ça va se retrouver dans vos téléchargements. Hop, et ça lance le téléchargement. On voit bien que le téléchargement est OK. On l'a bien téléchargé. Voilà. Vous avez des petites pastilles juste au-dessus de réseaux sociaux, Facebook, X, LinkedIn. Alors ça, c'est vraiment si vous le souhaitez, c'est pour partager en fait cette information-là sur vos réseaux. Voilà, vous pouvez partager une information que vous trouvez pertinente sur vos réseaux sociaux. Donc là, tous les articles se trouvent un petit peu, se présentent un petit peu de la même manière. Donc là, pareil, avec une image, en l'occurrence pour le fichier associé. Hop, si on va sur la présentation de Réussir Senior, on a la plaquette de présentation, encore une fois PDF. C'est toujours la même mécanique. Voilà. Hop là. Pour les agendas, hop, ça se présente sous une forme de petite liste. Voyage au Pérou en mai 2026. Ça a l'air sympa, ça. Moi aussi, j'aimerais bien. Alors, si on veut aller au Pérou en 2026, à ce moment-là, vous cliquez dessus. Et ben, il y a les liens n'ont pas l'air bons parce que là, c'est les filtres. Alors ça, on verra ça avec. Hop, on clique sur Pérou. Voilà. Donc, quand vous cliquez sur Pérou, vous avez du coup catégorie, la date, le lieu. Vous pouvez directement imprimer la fiche pour l'avoir en version papier. Vous pouvez l'ajouter à votre calendrier en fonction de ce que vous utilisez. Si vous avez une adresse mail, sachant que ça va en général de pair avec les adresses mail, donc si vous utilisez Gmail, bah, vous pouvez utiliser Google Calendar. Vous l'avez d'office en fait. Pareil pour Outlook et pareil pour Yahoo. À partir du moment où vous avez une adresse mail, et ben à ce moment-là, vous avez automatiquement des calendriers du coup numériques qui sont présents. Et du coup, vous pouvez directement l'ajouter dans votre calendrier. Ça va récupérer du coup la date et l'heure et ça va vous l'ajouter à votre calendrier. Et ensuite, pour vous inscrire, vous avez le petit bouton s'inscrire. Vous cliquez dessus. Moi, en l'occurrence, je n'ai pas de compte, donc il faut que je m'authentifie. Mais vous qui avez un compte, voilà, vous pouvez vous identifier, vous faites connexion et ensuite vous pouvez vous inscrire du coup à tous les événements de l'agenda. Concernant le dernier site, c'est exactement la même chose. Voilà, c'est la même présentation. Lorsque vous arrivez dessus, vous avez les trois liens en haut avec des petits explicatifs de l'amicale, l'agenda, l'identification. En premier lieu, vous avez les derniers articles mis de la même manière. Voilà, avec une présentation. On a une vidéo associée. On a également un fichier PDF qu'on peut ouvrir de la même manière que sur l'autre site. Hop, ça charge qu'il y a plusieurs pages.
Mais du coup, on a notre PDF avec les mêmes manipes si vous voulez l'imprimer, l'enregistrer. J'ai l'impression aussi qu'il y a des modifications de texte. Ça, c'est pas mal. Pour les plus aguerris, on va pas prolonger là-dessus. Mais si vous pouvez mettre du texte, tac, c'est-à-dire que vous pouvez écrire. Donc, potentiellement, vous pouvez écrire sur les bulletins d'adhésion, par exemple. Si vous êtes à l'aise avec l'informatique, vous pouvez très bien ajouter des zones de texte comme ça. Donc, quand vous cliquez sur texte, après, vous pouvez la balader, hein. Vous pouvez le mettre où vous voulez. Hop, la supprimer. Et pour ensuite, vous pouvez du coup télécharger tout ça pour l'avoir ou l'envoyer ou faire ce que vous voulez avec. Et donc, c'est la même chose. On a du coup les ateliers, on a l'agenda. Hop, on s'aperçoit qu'on a le super webinaire d'aujourd'hui, où vous êtes tous présents et ça fait plaisir. Et donc, vous pouvez, pareil, accéder du coup à l'Assemblée Générale, vous inscrire, l'ajouter au calendrier. Et encore une fois, lorsque vous vous inscrivez, on va vous demander de vous connecter exactement pareil que l'autre site. On arrive à la fin pour moi. On est tout pile. Du coup, ceux qui sont vraiment, qui doivent y aller, on va pas vous empêcher plus longtemps. Sinon, on peut faire une petite session de discussion, de questions là pendant 5-10 minutes. Je ne sais pas si Andrea t'en as vu ou pas dans le chat. Je vais reprendre ça. Thomas, merci beaucoup. Effectivement, je vous laisse ouvrir vos micros. N'hésitez pas à les remuter après ou vous servir du chat. Il faut aussi parler de WhatsApp. Oui, Des qu'est-ce qu'il y arnaques a pour sur WhatsApp? WhatsApp. Il y a Ouais. des arnaques sur WhatsApp parce qu'on a les mêmes. Ah, bah c'est de toute manière, que ce soit par WhatsApp, Messenger, Mais mail, voilà. SMS, c'est la même chose. Il ne faut pas cliquer sur les liens. Si vous ne connaissez pas la personne, vous le bloquez, comme sur un mail. Vous bloquez la personne et comme ça, vous êtes tranquille. Oui, Oui, Bernard? juste Oui. une précision. Donc, pour se connecter sur le site, soit Réussir Senior, soit GA Senior d'une amicale de région, Mhm. c'est la même chose. C'est-à-dire l'identifiant, c'est l'adresse mail et le mot de passe, c'est le numéro d'adhésion Cavamac. C'est-à-dire Cavamac, c'est notre caisse de retraite, hein. Donc, adresse mail et numéro Cavamac. Donc, des fois, on a des adhérents qui nous disent bah, j'ai perdu mon mot de passe. Non, le mot de passe, de toute façon, il l'a, c'est le numéro de son adhésion Cavamac. Ok, bah, parfait. Merci pour cette précision, Bernard. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose dans le chat? Ce webinaire, attention. Ok, non, rien de spécial. Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions Oui, à oui, je poser en prends la direct? parole. Ouais. Bonjour, j'ai un antivirus Norton. Bien. Ouais. Périodiquement, il me demande de prendre l'option supplémentaire, qui me paraît être l'option professionnelle. Moi, personnellement, en tant que retraité, j'ai une utilisation classique, donc non spécifique. C'est pas la peine que je prenne leur option supérieure chez Norton. Je ne pense pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, pas besoin. Alors après, faites gaffe parce que des fois, vous allez avoir des antivirus payants comme ça qui vont un petit peu vous obliger à payer si vous voulez continuer d'être protégé. Mais à partir du moment où, quand vous cliquez sur l'onglet Norton, on vous dit que vous êtes protégé ou que l'antivirus est actif, effectivement, vous n'avez pas besoin de plus. Par contre, Non, il y non, a une c'est vraiment question pour les versions pro. la question complémentaire, c'est qu'il paraît qu'il ne faut pas que l'on ait installé 2 antivirus. C'est déconseillé. Est-ce que c'est exact? Oui, c'est exact. Bonne réflexion. Il faut éviter d'avoir plusieurs antivirus. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est des logiciels qui sont assez indépendants. Et du coup, en fait, si un antivirus va faire une action, entre guillemets, de suppression de fichiers ou de choses comme ça, ben, en fait, le deuxième antivirus va le considérer comme quelque chose d'anormal. Parce que normalement, il n'y a rien sur votre ordinateur qui supprime des fichiers, par exemple. Donc en fait, ils vont s'envoyer la balle de dire ah ouais bah attends, lui, ce logiciel que je ne connais pas, il supprime des fichiers, donc il faut que je le supprime. Et lui, du coup, l'autre antivirus, il va dire ah mais il y a un logiciel qui essaie de me supprimer, donc c'est un virus. Et en fait, ils vont se renvoyer la balle comme ça, à vouloir se supprimer mutuellement en fait, tout simplement.
Donc oui, il faut éviter d'avoir 2 antivirus. Très bonne, Donc, ne pas très bonne mettre réflexion. le gratuit Windows Defender. D'accord, merci. Voilà, c'est ça. Oui, Gomez? Oui, bonsoir. Bonsoir. Moi, je suis un peu étonné d'une chose que vous avez dit et qui est la dangerosité de la connaissance de notre adresse mail. Vous avez dit, les gens, c'est très dangereux, avec votre adresse mail, on peut tout faire. Mais notre adresse mail, je ne vais pas dire qu'elle est publique, mais je veux dire, dès qu'on envoie un mail, quelque chose à quelqu'un, on donne notre adresse personnelle, .fr, je sais pas quoi. Enfin bon, donc Bien évidemment, non, je me suis peut-être mal exprimé, c'était quand je parlais du coup des adresses alors, oui, mail. j'ai peut-être mal compris Pour aussi. pour le mot de passe, quand je disais le plus dangereux, c'est votre boîte mail en fait. Où les gens, il ne faut pas qu'ils accèdent à votre boîte mail qui n'est votre mot de passe de votre boîte mail. Mais bien évidemment que votre adresse mail, comme je disais au tout début, D'accord, avec le truc, d'accord, c'est que tout ce qui va être nom, prénom, adresse mail et numéro de téléphone, ça, c'est assez classique, hein. Ça, de toute manière, voilà, toutes les grosses entreprises se les passent, donc il n'y a pas de souci. Mais non, non, oui, si je disais, du coup, dans l'accès pour les mots de passe, effectivement, le plus dangereux, c'est votre boîte mail. Il ne faut pas qu'on accède à votre boîte mail, où là, on peut après accéder à tout le reste, à tous vos autres comptes, en fait. D'accord. Merci. Avec plaisir. Bon, Ouais. je peux poser une question? Ouais, vas-y, vas-y. Non, simplement, je voulais poser une question. J'ai eu un petit souci un jour avec une carte bancaire. J'ai vu une proposition à 1 euro. J'en ai profité de récupérer auprès de ma banque une carte virtuelle. La carte virtuelle est simple. Ça veut dire qu'il y a un montant limité, donc on peut mettre que 10 euros, et limité à 1 mois. C'était l'avantage, effectivement, que je n'ai pas donné ma vraie carte bancaire. Voilà, ça c'est important. Les banques proposent des cartes virtuelles. Ça, c'est important de voir. Oui, c'est ça, tout à fait, oui. Oui, oui, on peut le faire si on ne veut pas mettre sa propre carte. Il y a toujours des alternatives, hein. On peut même acheter directement ce qu'on appelle des tickets. Ça peut être de plusieurs structures où en fait on peut payer par ces tickets-là, des petites cartes un petit peu prépayées où on va acheter ces Ça, c'est cartes-là. le côté pratique. Voilà, on peut le faire avec des banques. Je pense que pas toutes les banques le font malheureusement encore, mais je pense que de plus en plus vont le faire. Mais vous pouvez aussi acheter des cartes prépayées Ça pour m'a acheter coûté, après sur Internet. ça m'a coûté 1 euro, mais bon, tant pis. Ouais, c'est ça. Je suis arrivé à peu près. En général, ils font rarement beaucoup de choses gratuites, hein. Oui, Malheureusement, ça se saurait. Je me suis Quid des wallets sur les téléphones qui enregistrent les cartes de paiement? Ah aussi. bah les wallets, c'est très bien, c'est très sécurisé, hein. Du moment que vous prenez des wallets Sécurité, hein, oui. sécurisés, type Google Wallet, des choses comme ça, il n'y a pas de souci. Encore une fois, par contre, le seul risque que vous avez, c'est potentiellement les malwares. Si vous faites n'importe quoi avec votre téléphone et que vous installez un virus sur votre téléphone, là, il pourrait avoir accès à l'ensemble du wallet. Mhm. Mais après, l'application en elle-même, Google Wallet, Apple Pay, etc., ça, c'est 100% sécurisé, il n'y a aucun souci. Vous pouvez très bien les utiliser. Mais effectivement, rentrer des données bancaires, soit sur Internet ou quoi que ce soit, bah, faut faire gaffe qu'on n'ait pas de malware ou que ce ne soit pas un site un petit peu bizarre, sans quoi on risque de se faire avoir. Très bien. Moi, je vous dirais bonne soirée. Bonjour à tout le monde et bonne Bah, soirée. s'il y a plus de questions, je pense qu'on peut s'arrêter là. Merci à tous et toutes d'avoir participé à cet atelier. Ah, et encore une petite question de Gobert. Ah non, ça a déjà été Non, levé. c'est tout. Ok, parfait. Eh ben, écoutez, merci à tous et toutes. C'était très sympa. Je vous souhaite une excellente soirée Au et je revoir. vous dis à bientôt peut-être sur les ateliers d'Eli. Merci Thomas. Merci Avec beaucoup. plaisir. Bonne soirée tout le monde. Participe Au aux revoir. ateliers Bonsoir à là. ceux que je connais personnellement. Bonsoir, bonsoir.